Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Quels sont les défis auxquels fait face l'armée congolaise? Tentative des réponses dans ce journal, dont une partie est consacrée à la célébration de forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis la SENCO et l'ECC entendent rencontrer le chef de l'État pour lui livrer la primeur de conclusion de consultation que les deux structures de l'Église catholique et protestante en RDC ont menées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et à l'international, l'Afrique s'enfonce sous le poids d'une dette publique qui freine ses capacités d'investissement. Il s'est tenu une conférence à Lomé pour repenser les règles du jeu par les responsables et experts. Les détails, c'est dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Comme chaque année, la RDC célèbre le 17 mai ses forces armées. Le 17 mai 2025 étant un samedi, journée non ouvrable dans l'administration du pays, cette commémoration est intervenue ce vendredi 16 mai. En 2025, votre rédaction revient sur les défis de l'armée congolaise dans la matérialisation de la volonté de puissance au cœur de la sous-région. Suivez. Célébré pour son rôle dans la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le FARDC, l'armée congolaise, est resté depuis sa création l'un des symboles de l'unité nationale. Composé de fils et filles venus de 26 provinces du pays, le FARDC ont toujours été sur tout le front pour sauvegarder le 2,345 410 km² hérité de la colonisation belge. Une tâche ardue, notamment en termes de rajeunissement du personnel, sa formation et son équipement pour une adaptation aux défis du monde moderne. Commencé en 2009, les réformes au sein de l'armée congolaise se sont poursuivies pour atteindre le point d'orgue avec l'avènement de la loi de la programmation militaire, avec comme ambition de parvenir jusqu'à plus de 1 milliard d'investissements. À ce jour, le budget de l'armée congolaise est considéré comme l'un des plus importants dans la sous-région, plafonnant le FARDC au 8e rang de puissance militaire du continent africain. Cette volonté d'un pays dont l'armée monte en puissance devrait être accompagnée d'autres réformes dont la rationalisation de ses dépenses pour renforcer son efficacité. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui le rappelle, dit ne ménager aucun effort pour matérialiser cette volonté de puissance et de dissuasion. Restons toujours dans cette journée pour ces 17 mai, journée de FARDC. La population quinoise rend hommage à ses soldats tout en appelant à un renouveau, une armée intègre, respectueuse des droits humains et engagée pour la sécurité de tous. Gigi Nende. Ce 17 mai, la République démocratique du Congo célèbre la journée dédiée à ses forces armées. Une occasion de rendre hommage à celles et ceux qui défendent la souveraineté nationale, surtout en cette période où le pays fait face à la rébellion. Mais au-delà des discours officiels empreints de fierté et de patriotisme, la voix du peuple congolais, notamment à Kinshasa, rappelle que cette célébration doit aussi être un moment de réflexion. Les Quinoises et Quinois, tout en reconnaissant l'importance d'une armée forte, appellent à une transformation en profondeur de cette institution. Ils dessinent le portrait du soldat qu'ils espèrent, un militaire professionnel, intègre, respectueux des droits humains et véritable garant de la sécurité de tous les citoyens. Je félicite les militaires surtout, bonne fête, parce que les hommes qu'on a bango. La bête bango nous sommes beaucoup, surtout au bazali na front. Et sengeli d'abord na ba militaire, aye ba d'abord kotanga na kokuma. Ceux qui bozana militaire, bozana ba policier oyo à kota kelasi, militaire wana policier wana ko se comporter comme il faut. Parce que tant à côté kelasi, yemoko azomi azoye ba mibeko elobinini, loi elobinini.
Sous l'égide des autorités, la population aspire à voir une armée réellement engagée dans la protection des communautés, ancrée dans une culture de discipline et de justice. Car pour les Congolais, célébrer les forces armées, c'est aussi exprimer l'espoir d'un avenir où celles-ci seront à la hauteur de leurs idéaux. Changeant de chapitre à présent, le responsable religieux entend rencontrer les présidents Félix Tshisekedi autour de la mise en œuvre du pacte pour la paix porté par la SENCO et l'ECC. C'est Monseigneur Donatien Cholet qui l'a annoncé ce vendredi en marge de la publication du message de la 62e Assemblée générale de la Conférence épiscopale nationale du Congo à Kinshasa. Il précise que le chef de l'État, informé en amont, recevra la primeur de conclusions issues des consultations avec les acteurs politiques, sociaux et partenaires étrangers. Suivez plutôt ces propos recueillis de l'abbé Cholet, sélectionné par José Junior Oawa. Préoccupés par la crise multiforme qui perdure dans notre pays, nous avons approfondi notre réflexion sur l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, initiative que nous portons avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Mus par notre sollicitude pastorale, nous invitons les uns et les autres à adhérer à ces processus pour sauver notre chère nation. Constat. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts diplomatiques déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les moyens consentis par le gouvernement pour l'unité et la stabilité de notre pays. Nous reconnaissons le bien fondé et la valeur des différents pourparlers internationaux menés dans l'objectif de ramener la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cependant, nous sommes préoccupés du fait que cette crise ne fait que s'accentuer à la grande désolation du peuple congolais. Au plan sécuritaire, la guerre et les conflits intercommunautaires commencés depuis plusieurs années, qui endeuillent régulièrement la RDC et ensanglantent la région des Grands Lacs, connaissent une extension qui menace gravement l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Nous déplorons la perte des milliers de vies humaines, des cas de viol et des déplacements massifs de populations. Aussi condamnons-nous sévèrement leurs auteurs. Au plan politique, au moment où le pays a plus que besoin d'être unis et de renforcer la cohésion nationale, nous assistons à une grande crispation du climat politique. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, avec pour objectif la décrispation du climat politique, sont faites dans un environnement difficile ne permettant pas d'atteindre les résultats escomptés. Nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous avons à ce sujet un intervenant sur ces plateaux, José Junior Oawa, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Rachel, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Nous venons de suivre là le secrétaire général Monseigneur Donatien Cholet qui a confirmé que les consultations, tant au niveau national qu'international, ont pris fin. Alors à ce sujet-là, on aimerait bien savoir
là où nous avons bien suivi que ces consultations ont pour objectif de retrouver, de regagner la paix à l'est du pays. À ce sujet, José Junior Ouawa, quelles sont donc les étapes à suivre et les marges de manœuvre de Prélat pour gagner la paix à l'est du pays? Voilà, votre question mérite deux réponses. La première, vous voulez savoir quelle est la posture il va falloir prendre pour les prélats catholiques. Aujourd'hui, les prélats catholiques qui ont rencontré, comme ça a été dit dans les propos de Monseigneur Cholet, rencontré presque toutes les parties prenantes, même au-delà du pays. Ils ont été partout, vous avez vu les images et la couverture médiatique qui avait été accordée justement à leur plaidoyer. Aujourd'hui, qui disent avoir terminé les consultations, il va falloir maintenant, comme le secrétaire général de la CENCO l'a dit, il va falloir maintenant ramener ces consultations, ces conclusions auprès du chef de l'État, qui n'est pas commanditaire, qui n'a pas commandé l'initiative, maintenant qui a validé, qui a cautionné cette initiative, parce qu'au début, ils avaient été voir le président justement pour lui poser et faire savoir leur objectif, leur intention de pouvoir rencontrer les acteurs politiques et sociaux avec les leaders internationaux qui interviennent justement dans ces processus. Aujourd'hui que les consultations sont terminées, il va falloir maintenant rencontrer le président de la République, comme l'a dit Donatien Cholet, pour lui présenter maintenant les conclusions. Et peut-être l'étape suivante, parce que vous savez que le processus de la CENCO s'entre dans un grand processus, ce qu'on appelle le processus de paix en République démocratique du Congo. Donc il y a le volet national avec les consultations que le conseiller spécial du chef de l'État, Ebéran Golondele, avait menées auprès des acteurs politiques. Il y a ces consultations de la CENCO, ça c'est le volet local. Il y a aussi l'offensive diplomatique qui a été déployée depuis plusieurs mois aujourd'hui, justement de tenter de réconcilier tous les points de vue, toutes les parties, avoir un point de vue commun pour négocier finalement la paix en RDC. Donc je pense que c'est après qu'ils aient rencontré le chef de l'État, il va falloir maintenant présenter les différents cahiers de charges dans un processus qui soit beaucoup plus global, en perspective d'un dialogue presque inévitable aujourd'hui où les acteurs politiques doivent se parler. Alors dites par rapport aux marges de manœuvre de la CENCO, les marges de manœuvre pourraient être dans le sens que aujourd'hui, la CENCO, même si par moment il y a une partie de partis politiques membres de l'Union sacrée qui décrit la démarche de la CENCO, disons par moment il y a aussi par des personnes interposées que la CENCO a été soudoyée, a été corrompue, a été ceci. En tout cas, la démarche de la CENCO serait soutenue par des puissances extérieures. Il y a la CENCO a l'avantage plutôt d'avoir une démarche qui soit soutenue par l'opposition, en tout cas les grands leaders de l'opposition, je vais citer Martin Fayoulou, et les autres qui reconnaissent la pertinence de la démarche de la CENCO. Et il suffit seulement maintenant aujourd'hui que l'Union sacrée, une partie de l'opposition qui n'est pas aussi représentative que ça, qui a été rencontré le conseil spécial du chef de l'État, va devoir maintenant, on a deux processus dont une partie est reconnue par l'opposition, non armée et armée, et une partie qui est reconnue par le pouvoir. Donc je crois autour de ce processus-là qu'il faut mettre en œuvre pour la symbiose, pour que la dynamique nationale puisse finalement ressortir, pour donner la chance à un futur dialogue politique entre les acteurs sociaux et politiques du pays. Je me permets de vous poser cette question, José Junior Ouawa. Vous êtes journaliste, analyste. Avec tout ce qui a déjà été fait jusque-là pour retrouver la paix, pensez-vous vraiment que cette fois-ci, cette démarche va aider à regagner la paix en RDC? Oui, madame, votre question est pertinente, d'autant plus que nous voyons, il y a beaucoup de processus qui ont été lancés autour de cette histoire de la crise congolaise, mais on a vu qu'au niveau international, ça n'a pas marché, notamment avec la SADC et l'EAC et toutes les organisations sous-régionales. On est allé au niveau continental avec l'Union africaine qui a désigné même un médiateur, le président Faure Gnassingbé du Togo. Et aujourd'hui, il y a les Américains qui se sont investis dans ce processus. En même temps, vous avez le Qatar qui est déjà dans le processus. Vous voyez qu'il y a tellement beaucoup de processus et qu'on se dit que jamais la communauté n'a été aussi déployée justement pour rechercher la paix dans le pays. On a presque l'image qu'on avait en 2002-2003 quand il fallait négocier le processus de paix dans le cadre de l'accord de Sun City. Je pense que c'est avec les éléments, les ingrédients que nous avons, il y a une lueur d'espoir, mais il faut être beaucoup plus prudent. Ça dépendra maintenant de comment est-ce que les acteurs doivent se comporter, d'autant plus que malgré qu'il y a des négociations, les hostilités continuent justement sur le terrain. Merci beaucoup José Junior pour votre
votre intervention. Merci beaucoup, madame. Voilà, nous poursuivons cette édition sur Géopolis Télévision. Les comptes à rebours relancés depuis le jeudi. Les Sénats congolais s'apprêtent à trancher sur une question brûlante, la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Une décision aux implications politiques et judiciaires majeures, scrutée par tous les pays en suspens. Dans mon mat. Plus que 48 heures. Le compte à rebours a déjà été lancé, non seulement pour le Sénat, mais pour l'ensemble du peuple congolais. Tous attendent de savoir si l'ancien président de la République, Joseph Kabila, verra son immunité levée, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle poursuite judiciaire. C'est jeudi, la plénière du Sénat, tenue à huis clos selon les règlements intérieurs de la Chambre haute, a été entièrement consacrée à cette question sensible. Des informations provenant de plusieurs sources présentes indiquent que le débat a été particulièrement animé. Deux tendances se sont en effet dégagées. La première, favorable à la levée de l'immunité par le Sénat, estime qu'il faut permettre à Joseph Kabila de répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. L'ancien président de la RDC est soupçonné de collusion avec les rebelles du M23 AFC dans le contexte de la résurgence du conflit armé dans l'est du pays. La seconde tendance, plus légaliste, s'appuie sur la loi régissant les statuts des anciens présidents de la République. Elle juge inconstitutionnelle toute décision prise uniquement par le Sénat sans la participation de l'Assemblée nationale en congrès. Pour trancher, une commission spéciale a été mise en place avec un délai de 72 heures pour rendre ses conclusions. Pour rappel, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a récemment confirmé que le déterrent militaire avait saisi le Sénat pour la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Si cela s'est concrétisé, l'ex-président de la RDC pourrait être poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il s'agirait alors du deuxième grand procès lié aux activités du M23 AFC. Le premier, déjà en cours à Kinshasa, a débouché sur de lourdes condamnations, dont certaines à la peine capitale, parfois par contumace. Un éventuel procès de Joseph Kabila serait une première historique en RDC. Jamais un ancien président n'a encore été appelé à comparaître pour de telles accusations. Tout le pays retient donc son souffle. Rendons-nous en province à l'issue de panel sur les corridors de l'Obito. La première ministre Judith Suminwa a animé ce jeudi une conférence de presse au Katanga Business Meeting 2025. Sécurité à l'Est, enjeu du corridor, exploitation minière et artisanat étaient au cœur des échanges avec la presse locale. Dans Momat, une fois de plus. La première ministre Judith Suminwa a déploré les millions de morts et les dégâts causés par près de 30 ans de conflits dans l'Est de la RDC. Elle a souligné que toutes les actions du président de la République et du gouvernement visent à rétablir la paix. Nous avons été engagés dans le processus de Luanda, Nairobi et désormais Doha, tout en menant des discussions à Washington. Plusieurs résolutions ont été obtenues au niveau régional, européen et onusien. Le travail continue pour leur mise en œuvre sur les terrains, a-t-elle déclaré. Elle a appelé à l'unité nationale face à l'ennemi, rappelant que le développement du Lualaba est rendu possible grâce à la stabilité de cette province. Sur le plan économique, la chef du gouvernement a insisté sur la modernisation du secteur minier, le développement industriel, l'amélioration du réseau ferroviaire, des voies navigables et l'accès à l'énergie, notamment par les microcentrales hydroélectriques et solaires. Elle s'est également engagée à protéger les minéraux artisanaux et à encourager leur regroupement en coopérative pour mieux bénéficier des retombées économiques. À propos du corridor de l'Obito, elle a précisé qu'il s'agit d'un programme structurant, porteur de projets économiques et d'emplois. Si nous valorisons notre potentiel agricole, ce corridor ne servira pas seulement à exporter, mais à dynamiser notre économie, a-t-elle assuré. Enfin, interrogé sur les négociations avec l'administration Trump, Judith Suminwa a rassuré que le gouvernement veillera à éviter les erreurs du passé en signant des accords équitables et favorables à la RDC.
Restons toujours en province. Dans quelles conditions travaillent les agents de l'économie nationale dans la province du Lualaba? C'est pour répondre à cette question que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a visité les jeudis 15 mai en marge Katanga Business Meeting, les bâtiments qui abritent la division provinciale de son ministère, lesquels accueillent également la Commission nationale de la concurrence, un acteur clé de la régulation économique. Par cette visite à la division provinciale de l'économie nationale au Lualaba, Daniel Mukoko Samba a démontré sa volonté de permettre aux agents de son ministère, où qu'ils soient, de travailler dans des conditions optimales. Revenons à Kinshasa, la République démocratique du Congo organise sa première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme en collaboration avec l'ONU Tourisme du 16 au 18 juillet de l'année en cours au Centre culturel et des arts d'Afrique centrale à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une cérémonie, d'une conférence et presse co-animée, par les ministres de la Culture et du Tourisme, Rosi Tuyo et Giscard Tamba étaient de la partie. C'est jeudi 15 mai 2025, s'est tenue au Centre culturel et d'art d'Afrique centrale une conférence de presse organisée par le ministère du Tourisme et celui de la Culture, Art et Patrimoine, alors que la République démocratique du Congo traverse une situation de crise à l'est de la RDC. Le ministre du Tourisme Didier Pambia a mentionné qu'il était important de rester optimiste. Concernant la survie, je pense que vous y avez répondu en partie. On parle de la continuité de l'État. C'est une décision qui a été adoptée en Conseil des ministres. Nous avons déjà une confirmation, je pense que la technique pourra balancer ça tout à l'heure, du secrétaire général de l'ONU Tourisme qui lui-même annonce son arrivée avec déjà 5 ministres de pays africains. Il y a d'autres vidéos qui sont en train d'arriver. Donc je pense que la continuité de l'État oblige à ce que, pour l'honneur du pays, cet événement se poursuive, quelle que soit l'issue de ce qui adviendra de nous deux. Et nous restons optimistes quant à ce. Plusieurs œuvres culturelles seront mises en place, car la culture, ce n'est pas seulement de la musique, a souligné la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé Mandebo. Le ministère de la Culture n'est pas que le ministère de la musique. Nous prenons en compte toutes les disciplines artistiques et nous faisons en sorte de leur donner le rayonnement qu'ils devraient avoir. Et donc, non, et bien évidemment, il n'y aura pas que la musique, il y aura les arts plastiques, il y aura évidemment les autres disciplines et culturelles. Il est important de noter que cette activité réunira plusieurs personnalités internationales de différents pays. Ce sera une occasion pour la RDC de redorer son image en montrant au monde qu'elle est capable d'offrir au-delà des attentes. La France accompagnera différents projets initiés par la ville de Kinshasa pour améliorer des conditions de vie des Kinois, principalement dans les domaines de l'assainissement, du sport et de la santé. Cet engagement a été rappelé ce jeudi 15 mai 2025 par Rémi Maréchaux, l'ambassadeur de l'Hexagone en RDC, à l'issue d'une importante séance de travail avec le gouverneur Daniel Bumba et la directrice de l'Agence française de développement, Safia Ibrahim, ainsi que de membres de l'exécutif provincial et quelques experts de deux parties. Suivez. L'assainissement, la santé et les sports, voilà les 3 terrains sur lesquels la France a décidé de mouiller le maillot aux côtés de l'hôtel des villes de Kinshasa. C'est jeudi 15 mai, l'ambassadeur Rémi Maréchaux, le patron de l'AFD Safia Ibrahim, les gouverneurs Daniel Bumba et plusieurs experts ont tenu une importante séance de travail pour faire les points sur le projet en cours et booster leur impact sur la vie des Kinois. Un partenariat qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la capitale. Kinshasa veut respirer, bouger et guérir dans de meilleures conditions et la France dit être prête pour l'accompagner. Première réunion de travail que j'ai aujourd'hui avec le gouverneur. Ce qui est un peu anormal parce que la ville de Kinshasa est un partenaire très important de la France ici, un acteur important de la relation bilatérale. Donc je suis venu aujourd'hui accompagné de mes collègues de l'Agence française de développement, de la directrice et du chargé de mission,
pour faire un tour d'horizon des différents projets que nous avons avec la ville de Kinshasa. Et nous avons un volume complet, un volume total de projets de plus de 60 millions d'euros dans différents domaines. Donc nous avons évoqué les questions du sport avec les terrains de quartier, les questions de santé avec les maternités, laboratoires, mais aussi les questions d'assainissement qui sont particulièrement d'actualité. Oui. Voilà. Donc je remercie le gouverneur et toute son équipe parce que nous avons eu une longue réunion de travail concrète, pratique, avec des conclusions opérationnelles. Cette rencontre avait servi ainsi à l'évaluation de projets en cours de réalisation en vue de renforcer les mécanismes adaptés pour une matérialisation optimale. Les deux partenaires ont convenu d'inscrire la dynamique de ces partenariats dans l'élan des développements et des croissances économiques amorcées par la capitale congolaise. Et dans l'administration, près de 10 jours après sa nomination, le nouvel inspecteur général des finances, Christophe Bitassimwa, a officiellement pris ses fonctions ce vendredi à Kinshasa. La cérémonie des remises et reprises entre lui et Jules Alingete a eu lieu en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Anthony Kinzo. José Junior, Owawa pour les détails. Prenant la parole lors de cette remise aux reprises, Christophe Bitassimwa a salué le travail abattu par son prédécesseur qui a amené à un très haut niveau l'image de cette institution. On ne peut pas remplacer Alingete, on lui succède. L'image de marque de l'IGF est aujourd'hui à un très haut niveau grâce au leadership de l'inspecteur Alingete, a-t-il déclaré, avant de promettre de garder le même élan. De son côté, Jules Alingete a adressé ses encouragements au nouveau patron, dont il a vanté les capacités. Je connais vos capacités et je ne doute pas que vous donneriez le meilleur de vous-même pour accomplir vos missions, a-t-il déclaré. Prenant la parole à cette cérémonie, le directeur de cabinet du chef de l'État a rappelé à Christophe Bitassimwa les attentes du commandant suprême qui insiste sur la discrétion, l'assiduité et la méticulosité. Anthony Kinzo a précisé que le contrôle financier est une arme silencieuse mais redoutable. Et ce dernier n'a pas manqué aussi de faire les éloges à Jules Alingete, qui a marqué son passage à la tête de cette instance. Il faut rappeler que c'est le 7 mai dernier que Christophe Bitassimwa a été nommé à la tête de ce service spécialisé de la présidence de la République, chargé du contrôle et de l'audit de la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Place à présent à la page internationale. Je l'ai annoncé dans les sommaires, l'Afrique s'enfonce sous le poids d'une dette publique qui freine ses capacités d'investissement. En 2025, elle devrait passer en moyenne 60% du PIB. À Lomé, une conférence continentale s'ouvre pour repenser les règles du jeu. Pendant 3 jours, responsables et experts tentent de donner une réponse commune. Francine Moukeba. Face à un endettement public toujours élevé, avec une moyenne supérieure à 60% du PIB attendu en 2025, pour une gestion durable de la dette, dans le cadre de la conférence de l'Union africaine sur la dette, les experts insistent sur la nécessité d'actions à la fois nationales et internationales en matière de gestion macroéconomique. Les discussions à Lomé mettent en avant plusieurs axes clés pour une transformation financière, notamment le financement des secteurs productifs, des stratégies nationales de gestion de la dette, la réforme du cadre commun du G20, la création d'une agence de notation africaine, les recours aux obligations vertes et bleues, la mobilisation des ressources domestiques, l'exploitation du potentiel. La dette publique plombe les finances africaines. Plus de 20 pays y consacrent plus que leur budget alloué à la santé et si plus que c'est alloué à l'éducation. En 2025, les ratios dette PIB frôlent 64% selon les données officielles. La conférence de l'Union africaine sur la dette devrait déboucher sur l'adoption de la déclaration de Lomé. Pierre Anguillère,
d'un nouveau cadre africain pour une gestion durable de la dette publique. Toujours à l'international, les pratiques agroécologiques qui reposent sur la biodiversité cultivée pourraient constituer une voie prometteuse, notamment pour l'Afrique. C'est même un impératif sur ces continents en quête de l'agroécosystème plus résilient. Suivez. Les difficultés de l'agriculture en Afrique, un secteur toujours en crise et pour cause, ces 5 pays africains respectent aujourd'hui les engagements des Maputo de 2003 de consacrer au moins 10% de leur budget annuel à l'agriculture. Mais dans certains pays comme ici au Burkina Faso, des initiatives se développent afin d'inverser la tendance, notamment en matière de diversification de cultures agricoles. Au Burkina Faso, près de 80% de la population vit de l'agriculture. La diversification des cultures est une nécessité pour les agriculteurs qui doivent viser la résilience dans cette partie du monde frappée de plein fouet par les changements climatiques. Diversifier les cultures est crucial dans les régions vulnérables au changement climatique, notamment au Sahel, où comme ailleurs, les besoins alimentaires sont en constante augmentation. Une autre manière de vous informer, c'est à travers les différents journaux parus ces vendredis. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. L'actualité est principalement judiciaire. Selon Géopolis Hebdo, le suspense reste entier quant à la levée d'immunité de Joseph Kabila, ancien président de la République, devenu sénateur à vie. Le Sénat s'est accordé un délai de 72 heures pour se prononcer à l'issue d'un huis clos marqué par un débat houleux. En cause, une accusation portée par l'auditeur général des FARDC qui soupçonne Kabila d'implication dans les activités du M23. Pour info.cd, certains sénateurs se seraient appuyés sur la loi de 2018 sur les statuts des anciens chefs d'État, laquelle stipule que c'est le Congrès qui doit trancher. L'initiative du Sénat pourrait donc, selon certains analystes, relever d'une violation de la loi, alors même que les signaux convergent vers une probable levée d'immunité. Changement de registre, mais toujours dans la sphère judiciaire, avec Econews qui revient sur un autre front brûlant. Le contrat de 39 millions de dollars américains pour une prison à Kisangani, attribué dans des conditions jugées opaques par certains par le ministère de la Justice. Le ministre Constant Moutamba, sommé de s'expliquer, fait face à une possible levée de son immunité. Le journal évoque un dossier qui mêle opacité, gestion contestable des fonds d'État et tensions politiques. Dans une intervention sur Géopolis Télévision relayée par Géopolis Hebdo, Maître Wiclair Ngwanda, directeur des cabinets du ministre, rejette ces accusations. Il n'y a jamais eu un seul détournement au ministère de la Justice. C'est un dossier qui n'appelle pas beaucoup de commentaires. Il insiste sur la rigueur juridique du terme détournement, renvoyant à une appréciation pénale stricte, cherchant ainsi à éteindre la polémique. Enfin, le travail nous plonge dans la tourmente qui entoure désormais Jules Alinguete, inspecteur général des finances, longtemps perçu comme le fer de lance de la lutte anticorruption. Aujourd'hui, il se retrouve lui-même pris dans la spirale des soupçons. Le journal évoque notamment le versement de 28 millions de dollars américains de jetons de présence à 262 membres d'une commission présidentielle jugée par certains comme un détournement déguisé. L'IGF, de son côté, affirme avoir agi sur ordre de la hiérarchie présidentielle. Plus grave encore, une ancienne plainte de 2021 refait surface, l'accusant d'avoir couvert un détournement de 12 millions de dollars américains issus des rétrocommissions. Autant d'éléments qui jettent une ombre sur son action à la tête de l'IGF, une institution pourtant conçue pour prévenir les abus de gestion financière. Fin de cette revue de presse. Excellent début de week-end chez vous. Ce journal est fini, mesdames, messieurs, mais avant de vous dire au revoir, je vous rappelle le principal titre de cette édition. Quels sont les défis auxquels fait face l'armée congolaise ?
congolaise. Vous avez eu les réponses dans ce journal, dont une partie est consacrée à la célébration de forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis la SENCO et l'ECC entendent rencontrer le chef de l'État pour lui livrer la primeur de conclusion des consultations que les deux structures de l'Église catholique et protestante en RDC ont menées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À l'international, vous avez suivi l'Afrique s'enfonce sous le poids d'une dette publique qui freine ses capacités d'investissement. Il s'est tenu une conférence à Lomé pour repenser le règle du jeu par les responsables et experts. Tous les détails, vous les avez eu dans cette édition. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette grande édition du journal. Portez-vous bien chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.